Salut les amis, avec les 4 matchs de ce dimanche, plus le trophée des champions. 3 matchs à 15 heures. Un Lens-Toulouse où, visiblement, la préoccupation première, malheureusement, du Racing Club de Lens n'est pas vraiment sur le terrain. Il y a eu la signature de Fofana à Rennes, qui même s'il n'était déjà plus joueur du Racing et encore actionnaire au club et qui était au conseil d'administration, même s'il en a démissionné, ça a mis un coup. Il y a le transfert plus que probable de Samba, le départ quasiment annoncé par Pierre Dréossi avant le coup d'envoi de Koutsanov. Alors c'est sûr que ça va remplir les caisses bien vides du club nordiste, mais il est évident que sur le terrain, c'est pas la fête au village, et surtout que offensivement cette équipe est toujours aussi creuse, et voilà, c'est vrai que c'est compliqué de marquer des buts à une équipe aussi regroupée que Toulouse quand tu propose Nzola et Fulgini en attaque. Donc voilà, le match a été globalement très terne entre une équipe de Toulouse qui a vraiment pris le minimum syndical de risque et une équipe de Lens qui se crée des occasions, qui joue pas si mal sur l'ensemble du terrain, mais qui malheureusement fait preuve d'une inefficacité quasi chronique. Et voilà quoi. Et en plus, faut reconnaître que Monsieur Belhadj, l'arbitre, n'a pas fait grand-chose pour aider les Lensois. L'expulsion de Pereira da Costa, me paraît quand même très sévère, parce que le geste, même s'il est dangereux, est pas forcément très volontaire. Mais bon, enfin voilà quoi. Et un petit peu comme Reims qui a perdu avec Badou, la perte annoncée de Samba et Koutsanov va forcément amputer la défense nordiste, qui était de loin le point fort de l'équipe depuis le début de la saison. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, un peu comme Reims, c'est un petit peu inquiétant ce début d'année, et surtout que visiblement il y a d'autres joueurs de Lens qui risquent d'être attaqués, comme Diouf, comme Danso. Angers continue d'étonner et a battu très très logiquement une équipe de Brest, alors pour le coup totalement hors sujet. C'est assez curieux d'ailleurs de noter que les Brestois ont des sauts de niveau cette saison. Il y a des matchs où ils sont vraiment très bons, très dans l'esprit de la saison dernière, actifs au pressing, jouant les coups avec confiance, et des matchs où ils seront complètement absents, comme ce match à Angers, où ils ont encaissé 2 buts à chaque extrémité du match, un de Le Paul dans les premières minutes et un de Nian en fin de match. Et c'est vrai que les Angevins ont été dangereux, et franchement l'équipe du jeu, avec des moyens quand même très limités, me semble quand même proposer quelque chose de très cohérent. L'équipe remonte à la 14e place, et le maintien, qui me paraissait très illusoire il y a encore quelques journées, pourrait, si les Angevins venaient à refaire ce genre de prestations, pourrait devenir une vraie réalité. Et puis Strasbourg a battu Auxerre 3-1, avec une première mi-temps totalement ratée des Alsaciens, amorphes, qui ont encaissé un but à la 14e minute, en plein dans la grève des UB 90, qui n'ont donc toujours pas compris que faire la grève des encouragements plombait leur propre équipe dans les 15 premières minutes. Et d'ailleurs, à la fin du match, les joueurs vont fêter ça devant le COP. Moi, je peux vous dire que si j'étais joueur du Racing, ils pourraient toujours aller se brosser pour que j'aille célébrer quoi que ce soit avec des mecs qui me sabotent tous mes débuts de match volontairement. Fin de la parenthèse.
Et c'est vrai que le but de Traoré marqué très rapidement avec une grosse erreur de Sarr sur le ballon a mis cette équipe de Strasbourg dans de mauvaises dispositions. Et c'est une équipe qui globalement, même s'il y a des joueurs rapides, manque de vitesse dans les transmissions. C'est une équipe qui est très appliquée au niveau de la passe, qui repasse quand même très souvent vers l'arrière. Et puis il y a ce penalty qui est un petit peu tombé du ciel à la 44e minute avec un mauvais contrôle de Jubal et Alou Diarra qui se saisit du ballon. Et d'ailleurs l'arbitre du match a sifflé trop tôt parce qu'à l'arrivée Emega avait réussi à marquer. Et ça aurait été peut-être préférable que ce soit Emega qui marque plutôt que ce soit Diarra qui transforme le penalty. Et puis changement de physionomie en deuxième période. Des Auxerrois qui ont quand même pas proposé grand-chose sur l'ensemble du match, ont commencé à commettre pas mal de petites erreurs et voilà. Et le Maréchal, à la suite d'une bonne récupération de balle, une de plus d'André Santos, le Maréchal a fait un très bon 1-2 avec Emega et il a marqué poteau rentrant d'un tir sans angle, enfin d'un tir décroisé. Et puis Emega, cet attaquant très souvent décrié par les gens qui ne comprennent rien au football, c'est-à-dire les gens qui ne voient pas que Emega est un plot qui attend le ballon dans la surface adverse, mais c'est un attaquant qui se bat, qui défend, qui va au contact, qui va sur les côtés, qui fait énormément d'efforts. Et effectivement, tous ces efforts physiques qu'il fait le privent peut-être un petit peu de lucidité devant le but, mais en tout cas, le troisième but, en dribblant le gardien Auxerrois, c'est quand même lui qui l'a marqué. C'est une victoire, la deuxième victoire consécutive donc pour cette équipe de Strasbourg qui remonte à la 10e place et qui aura un match intéressant à jouer la semaine prochaine à Toulouse. Et puis donc à 17h, il y avait ce trophée des champions qui a eu donc lieu à Doha, dans un stade entièrement construit en container qui devait être démonté à la fin de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, il me semble offert à un pays d'Afrique, mais bon, visiblement, le stade, il est toujours là. Et donc, ce trophée des champions, à une date absolument absurde de début janvier, a eu lieu à ce moment-là, sur une pelouse sublime. Ça a changé de quelques pelouses qu'on a pu voir pour cette reprise en Ligue 1, notamment à Nice. Et très franchement, on a vu un bon match. On a vu un bon match avec des bonnes occasions, un poteau de chaque côté, Doué pour le PSG, Vanderson pour Monaco, un bon gardien Donnarumma et un gardien en état de grâce, Cohn, qui a pratiquement tout arrêté jusqu'à la 91e minute. Et ce centre de Fabian Ruiz où Ramos se jette au premier poteau, ne peut pas toucher la balle, mais Dembélé est au deuxième poteau et marque dans le but vide. Commence à marquer des buts, Dembélé, hein. Et franchement, voilà, bon, je vais pas ergoter sur encore cette compo de départ de Luis Enrique avec Kanglingi côté gauche, qui est pour moi tout sauf un joueur capable de jouer sur le côté gauche. Dembélé avant-centre et Doué ailier gauche. Donc ça veut dire que moi, si on raisonne un peu par l'absurde, on joue avec un ailier avant-centre et deux milieux sur les côtés. C'est quand même pas hyper offensif. Alors évidemment, après, le PSG a beau jeu d'avoir le ballon quasiment tout le temps, de faire du pressing, de le récupérer. Mais bon, quand tu fais 28 frappes dans un match, c'est quand même un peu compliqué et un petit peu préoccupant de marquer à la 91e minute le seul but de la partie. Enfin, c'est une nouvelle fois le PSG qui remporte ce trophée des champions dans un match finalement pas désagréable à regarder. Il faut aussi être objectif. Voilà pour ça. Maintenant, nous allons passer au match de Marseille. Marseille accueillait donc Le Havre, avec un match qui, disons, avant son coup d'envoi, ne laissait guère de suspense quant à son résultat. Du suspense, il n'y en avait d'ailleurs plus du tout à la mi-temps, puisque Marseille menait 3-0
Alors bien sûr, Le Havre ne tire pas dans la même catégorie que l'OM, il y a une différence colossale de budget, il y a une équipe qui joue le maintien, qui est programmée pour ça, et une équipe qui joue pour comment dirais-je, pour jouer les places en Ligue des Champions. Mais enfin, quand tu vas jouer à Marseille, le minimum syndical, c'est quand même de mettre un petit peu d'impact sur tes ballons et de montrer une volonté de te défendre bec et ongle, ce que les Havrais n'ont jamais montré. On avait l'impression de voir des plots marine et ciel. Et voilà, et Marseille a marqué des buts quasiment comme à la parade, et c'est extrêmement problématique. C'est vrai qu'on peut trouver que je suis sévère avec cette équipe du Havre depuis pas mal de semaines, mais quand je vois, ne serait-ce que sur cette journée, le comportement d'Angers, de Saint-Étienne, de Nantes, qui ont tous fait des bons résultats, et de Montpellier qui a fait un super match à Lyon malgré la défaite, et que je vois la prestation des Havrais ce soir, j'ai plus que peur pour eux. Il n'en demeure pas moins que l'OM a fait un match extrêmement sérieux, talentueux. C'est Valentin Rongier qui a ouvert le score d'une frappe croisée, et puis derrière, les buts ont déroulé. Les buts en seconde mi-temps de Maupay et de Garcia ont été marqués comme à la parade, ce qui est la preuve d'une équipe qui maîtrise son football et sa tactique. Et voilà, c'est évidemment, compte tenu des résultats des autres équipes, notamment du match nul de Lille contre Nantes, c'est un excellent résultat pour l'OM, qui prend même un petit peu ses distances par rapport à Monaco, qui avait donc perdu au cours de cette journée 4-2 contre Paris avant les fêtes. Ce match qui s'est terminé par un moment d'émotion magnifique, puisque André Ayew a marqué le seul but havrais de la tête, sur une tête spectaculaire et une sortie totalement déchirée de Roulis. Mais voilà, derrière, André Ayew, alors j'avais fait un tweet en début de match parce que j'avais cru que le public du Vélodrome le sifflait. Effectivement, il avait été acclamé à l'échauffement, et peut-être que le public marseillais sifflait que les attaques havraises plus que André. En tout cas, là, il n'y a pas d'équivoque sur ce but. Le public l'a applaudi, a scandé son nom. Quelques minutes après, perclus de crampes, il est sorti. Et encore une fois, il a eu l'acclamation du public. Voilà, c'est moi j'aime bien quand des publics ont de la mémoire et honorent leurs anciens grands joueurs. Surtout que André Ayew a toujours tout donné, tous les maillots qu'il a portés, mais évidemment surtout sur le maillot de l'OM. Voilà, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain les amis.